Cette semaine, on s'intéresse à la marque Fago, marque emblématique de la collab et marque également hybride, entreprise à mission que va nous détailler Fred, son CEO. Salut Fred et bienvenue. Bonjour à tous, très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors Fago, c'est une marque qui nous intéresse à bien des égards puisque on parle de collab, mais aujourd'hui, depuis 2 ans ou même 3 ans peut-être, tu vas nous expliquer, on parle de collectif. Donc tu vas nous parler de comment vous avez créé aussi autour de vous une alliance, un réseau d'alliances entre marques au sein de l'entreprise engagée Make Friday Green Again. Est-ce que tu peux tout d'abord, Fred, nous détailler ton parcours et nous dire comment a commencé l'aventure Fago ? Déjà par une première collab, hein. La collab, elle est associée. C'est que j'ai rencontré sur les bancs de l'école mon associé Nicolas, avec qui on partage toujours le bonheur de développer notre marque Fago. Voilà, donc 12 ans plus tard, il y a 12 ans, sur les bancs de l'école, je rencontre Nicolas et on se dit, tiens, on est tous les deux passionnés de mode, on aime tous les deux créer des choses, etc. Et en même temps, avec ce que notre génération a peut-être de plus que les autres, c'est envie de changer un peu la manière de faire, de se rendre compte que on va avoir un problème environnemental grave et de se dire comment on peut réduire nos émissions de CO2. Et donc, dès le départ de Fago en 2009, donc assez précurseur, on décide, dans une volonté de compenser les émissions de CO2, de planter un arbre. Et en même temps, on met un plan d'action pour commencer à réduire nos émissions de CO2. D'accord. Et en parallèle de ça, dans votre stratégie marketing, vous vous êtes énormément appuyé sur les collaborations marketing. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous donner le framing global de les types de partenaires avec lesquels vous collaboriez et ceux avec lesquels vous collaborez maintenant encore au quotidien ? Je parlais d'association tout à l'heure, etc. En fait, le principe de la collab est dans le sens purement, on va dire, étymologique du terme, non, c'est que quand même, on s'associe avec des gens. Et notre première collab et notre première réussite, ça a été de s'associer avec 13 copains qui ont investi de l'argent dans la société au tout début, avant de passer sur des collabs un peu plus, ce qu'on a l'habitude d'appeler institutionnels. Ouais. C'est 13 copains qui ont été des ambassadeurs pour nous et qui ont permis de développer la marque de manière assez forte au départ, puisque ils en ont eux-mêmes parlé à d'autres gens, etc. Et du coup, ils ont élargi notre communauté au tout départ. Et puis petit à petit, on est parti dans des partenariats, d'abord avec Agnès B, ensuite Castelbajac, et on en a fait une multitude de partenariats et de collabs avec des marques où on a co-créé des produits, etc. D'accord. Donc en fait, des capsules collection. Exactement. Mais tu nous disais aussi, tu me disais tout à l'heure en off que tu fais aussi d'autres types de partenariats de co-marketing, comme par exemple des échanges de visibilité. Ouais, alors on en fait plein. C'est pour ça que je disais, en fait, la vie d'une marque est remplie de partenariats parce qu'on est aussi en partenariat avec nos fournisseurs, avec certains de nos clients, puisque nous, on vend aussi dans une activité B2B. Mais évidemment, on fait des échanges de visibilité. Les premiers peut-être échanges de visibilité qu'on avait créés au tout début de Fago, c'était des pop-up stores où on s'alliait avec 2-3 marques et en fait, chacun invitait sa communauté, puis du coup, découvrait les autres marques. Et puis aujourd'hui, on fait aussi, là, par exemple, pour la Saint-Valentin, là, le 14 février, donc dans quelques jours, on fait partir un emailing à notre base de données pour présenter une autre marque et en échange, cette autre marque présentera Fago. C'est une marque, du coup, on échange là, on travaille pour la Saint-Valentin sur de l'échange féminin-masculin. Nous, on a une base plutôt masculine et là, du coup, on va présenter une marque féminine pour que les masculins puissent éventuellement proposer des cadeaux Saint-Valentin, voilà. Et du coup, à l'inverse, la marque, c'est Opulence. Et on trouve que c'est une très belle marque. Et en plus, à la fois, il y a cet échange de notoriété et à la fois, il y a ce positionnement de marque qui reviendra souvent. Je pense qu'on va en parler pas mal pendant ces 45 minutes. Ouais, tout à fait. C'est très important ce que tu dis parce que tu rappelles que dans les échanges de visibilité, le plus important, c'est l'audience. Une audience qui est soit affinitaire, soit complémentaire. Et justement, tu dis que vous êtes allé chercher ici une audience complémentaire. Comment est-ce que ça s'est passé derrière le rideau, cette mise en relation ? Parce que nous, justement, c'est le problème qu'on a eu pendant 10 ans dans les partenariats. C'est difficile d'identifier le bon partenaire, de créer la mise en relation, de mettre tout sur des roulettes. Tu peux nous parler un peu sur un échange de visibilité type, comment ça fonctionne chez Fago ? Ouais, et je rajouterais, là, tu disais la taille, le côté, le côté complémentaire. Ouais, je disais, oui, la taille aussi est importante dans les échanges de partenariat parce qu'il faut que ça soit équilibré. Évidemment, on veut toujours avoir touché le maximum de monde et en même temps l'audience la plus qualitative possible par rapport à notre envie. Et comment ça se trame en arrière ? Ça va paraître un peu bête et méchant de dire ça, mais c'est parfois des rencontres qui font les choses plus que des choses complètement
normés, etc. Et puis des moments aussi de la vie de l'entreprise où, à certains moments, par rapport presque par rapport à notre humeur, on a envie, ah bah non, là, on a été en retard au mois de janvier sur notre chiffre d'affaires, donc on veut aller taper une base importante au mois de février. Ou au contraire, bah, on était bien dans nos pipes, on a envie justement d'aller toucher une base qualitative parce qu'on a peur, là, ça fait 2 fois qu'on fait un partenariat. Et non pas, il faut pas voir ça comme de la critique, le qualitatif, hein, dans la mode. La mode, c'est une pyramide, il y a de la place pour tout le monde dans cette pyramide. Et juste, bah, on essaie toujours d'être le plus haut possible et de descendre le moins bas dans la pyramide pour que notre marque, elle soit le maximum désirable possible. C'est super intéressant ce que tu dis et on se rend bien compte de la place du coup du partenariat dans votre stratégie puisque tu nous dis qu'en fait, il y a beaucoup de moments où tout d'un coup, vous essayez de rattraper les choses avec un partenariat parce que vous avez besoin d'amener de la volumétrie rapidement. C'est marrant parce que moi, j'ai tendance à entendre souvent des créateurs d'entreprises qui me donnent la croyance limitante inverse sur le partenariat et qui me disent en fait, un partenariat, c'est long à mettre en place, il n'y a pas de ROI, on voit pas d'impact, donc en fait, on s'en sert jamais, on préfère faire de la pub. Toi, est-ce que tu peux nous raconter ton parti pris là-dessus? Alors, je dirais, je pense que long, non, parce que nous, on les simplifie. Et c'est un enjeu du partenariat, c'est que ça soit simple pour les deux parties. On n'a pas envie d'avoir 10 millions de contraintes, 10 millions, je vais pas signer un contrat parce que je mets un encart grand comme ça dans ma newsletter. Mais un contrat de 80 pages et on pourrait y passer 6 mois, c'est vrai. Voilà. Et c'est juste d'essayer de trouver à la justesse de la taille de l'enjeu du partenariat. Et ça sera très important, je pense, dans tous les partenariats que vous créerez, de se mettre d'accord sur les objectifs finaux. Et souvent, en fait, les partenariats où nous, on a été déçus, on n'a pas été exactement à la hauteur de ce qu'on voulait, etc., c'était des partenariats dans lesquels on avait des attentes trop grandes. Et souvent, c'est avec les plus grandes marques. C'est étonnant, mais en fait, quand vous faites un partenariat, je veux pas citer de nom, mais avec une grande marque de grand renom national, ils vont m'acheter des millions, des kilomètres ils vont m'acheter énormément de marchandises, ils vont me faire une visibilité de dingue. Et au contraire, eux, ils se disent, bah, c'est un petit partenariat, en fait, on en fait des dizaines et des dizaines, juste pour aller rajeunir un peu notre image de marque. Souvent, il y a cette histoire aussi, on a parlé de taille, de complémentarité, et il y a une histoire vachement dans la mode, je trouve, d'âge. C'est-à-dire que les marques ont besoin de se rajeunir en permanence et que quand on vient chercher un fagot, souvent c'est ou pour le recycler, parce qu'on fait beaucoup de matériaux recyclés, ou pour l'âge, parce qu'évidemment, on a une clientèle un peu plus jeune. Et du coup, par exemple, si on peut, moi j'aimerais bien parler de la collab. Tu parles de grandes marques et c'est une question que j'ai beaucoup dans les partenariats, justement les questions de différence d'échelle. Quand un fagot fait un partenariat avec Habitat, ouais. Est-ce que la volumétrie est au rendez-vous? Si la volumétrie n'est pas au rendez-vous, est-ce que tu en tires peut-être autre chose? Par exemple, beaucoup de RP ou des gens qui sont juste en termes de branding ultra fans de Habitat et qui arrivent chez toi parce qu'il y a de la preuve sociale. Est-ce qu'il y a quand même, s'il n'y a pas de la volumétrie, il y a au moins, tu en retires quelque chose derrière de très concret? Alors, je rejoindrai quand même ce qu'il dit souvent sur le ROI. C'est vachement difficile de le mesurer parce que qu'est-ce qu'on vient chercher? Oui, bah oui. Là, en l'occurrence, chez Habitat, en volumétrie, ça n'a pas été dingue ici. Habitat, c'est pas non plus une boîte, c'est pas une boîte du CAC 40, quoi. C'est une boîte à taille humaine. Et ce qu'on veut en retirer, en fait, nous, ce qu'on trouvait sympa avec Habitat, notre idée de thématique, c'était sortir un peu de notre univers de marque, c'est-à-dire le prêt-à-porter, la chaussure. Habitat fait évidemment, vous le savez, du meuble. Et du coup, c'était de se dire comment on organise un dîner en forêt avec des meubles Habitat, etc. et en recyclé. Parce que nous, on a un lien entre la ville et la nature, puisqu'on plante des arbres. Et voilà, et on trouvait que c'était sympa d'inventer une histoire autour de ça et que ça nous faisait sortir de nos habitudes, en fait. Et ça surprenait aussi notre communauté de dire, attends, qu'est-ce que vous allez faire dans le meuble? C'est chouette. Vous allez faire des assiettes. C'était la première fois qu'on faisait des assiettes, etc. Donc, il y a aussi un côté découverte pour nous qui est toujours assez sympa à découvrir, quoi. Ça t'ouvre quand même un nouveau réseau de distribution physique pendant la durée de l'opération. Ça, c'est pas tellement impactant en termes de revenus pour la marque? Je pense pas que ça soit suffisamment impactant par rapport à l'énergie qu'on y met. Si derrière, comme tu le citais très bien, il n'y a pas à la fois de l'échange de bases de données, parce qu'ils ont envoyé un email, à la fois que de la communication, à la fois un super shooting qui nourrit nos propres réseaux, parce que du coup, nous, pendant 2 semaines, 3 semaines, on avait des super photos de ce shooting en forêt avec les tables Habitat, en recyclé, etc. Donc, on s'est bien amusé, ça crée du contenu. Donc, nous, ça nous crée aussi des choses à raconter. Moi, je disais souvent au tout début que
les grandes marques avaient aussi besoin pour se renouveler. Parce qu'en fait, d'aller reparler de mon pull, bah, au bout d'un moment, c'est un peu usant pour ma communauté. Et d'aller leur raconter d'autres histoires qui sortent un peu des gonds, bah, c'est sympa. Donc, ça crée aussi du contenu pour nous. Ça crée évidemment un peu de notoriété en plus. Ça met sur un piédestal parce qu'Habitat, bah, c'est peut-être quelque chose avec lequel tu vas avoir un affect particulier, toi, parce que tu t'es acheté une table. Un jour, tu t'es fait un petit plaisir, tu t'es acheté une belle table Habitat et du coup, ça va pouvoir nous positionner sur un piédestal. Voilà. Et puis, surprendre notre communauté, je trouve ça important. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu rappelles que les partenariats, finalement, c'est pas sur une seule verticale. Tu peux aller habiter tout un tas d'actions co-marketing et finalement, plus tu vas tisser ces actions entre elles, plus tu racontes une histoire qui a de la densité. Donc, ça peut partir d'un échange de visibilité. Il y a une création de contenu avec un shooting commun, des univers qui se mélangent. Et c'est ce que nous rappelait aussi la Redoute. C'est vraiment de la co-création. Ça, c'est aussi quand tu es créateur d'entreprise et créateur de produits, c'est censé te réveiller. Et en plus, tu as la partie très volumétrie. Donc là, tu vas avoir en général des ventes en plus, un nouveau réseau de distribution, même si tu dis dans certains cas, pas forcément, mais tu vois, la partie pop-up store pour les marques, elle est de plus en plus intéressante. Le shop-in-shop aussi. Et puis, bah, peut-être des jeux concours. Je sais pas si vous en faites chez Fago. Ça, pareil, les jeunes entreprises, elles nous demandent beaucoup. Est-ce que ça fonctionne, le jeu concours? Est-ce que tu vois des vrais résultats sur ton acquisition ou est-ce que finalement, c'est des concouristes qui viennent pas forcément acheter la marque après? C'est toujours, et du coup, ça rejoint un peu l'objectif d'une collaboration, de bien être droit, clair dans ses bottes. C'est là où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que c'est. Et nous, d'ailleurs, on les classifie. Hein, c'est un peu bizarre de faire ça, mais on les classifie. Ce qu'on appelle des collaborations un peu plus commerciales, dans lesquelles on va aller maximiser nos ventes. Des collaborations un peu plus images. Je pense que ce qu'on va faire là pour le 14 février sera un peu plus image, avec une marque plus premium, dans lequel qui a sûrement une plus petite communauté que nous, mais qui va du coup nous élever. Et puis on va dire il y a les collaborations d'acquisition dans lesquelles on va au contraire là aller loquer. Il faut qu'on arrive à choper le maximum d'acquisition, et je trouve que les jeux concours en font largement partie, où on va essayer d'aller ou dynamiser un de nos réseaux sociaux, parce que les concours, ça peut être beaucoup Insta, par exemple. Voilà, et chacun a ses objectifs. Et du coup, être bien droit dans les objectifs ciblés et ne pas se tromper, quoi. Ne pas penser qu'on va faire une collaboration. Je ne sais pas, nous, on vient de faire une collaboration avec Aigle, par exemple, et se dire, attends, on va aller taper des volumes, quoi. On va aller faire du gros commerce. Non, bah non, en fait, Aigle, ça va être. Par contre, ça nous a permis d'aller toucher l'Asie. Nous, c'était un de nos enjeux pour aller. Pourquoi Aigle? On a dit oui. C'est qu'un est venu nous chercher sur les matières recyclées et on trouve que c'est une entreprise qui prend un bon virage en ce moment. Et nous, dans notre mission d'entreprise, c'est d'aller engager notre génération contre le dérèglement climatique. Donc, cool, si on peut accompagner des boîtes qui essaient de faire mieux pour l'environnement, quoi. Et voilà, et qu'ils étaient OK pour qu'on soit tout en matériaux recyclés, OK pour compenser avec des arbres, et puis que nous, ça nous permettait aussi d'aller toucher une marque un peu plus établie, parce qu'elle est bien plus établie que nous, quoi. Et tester ton marché. Voilà, et d'aller aussi chercher le marché asiatique sur lequel ils sont très présents. Et donc là, tac, une petite fenêtre qui fait que en Asie, on n'est pas super fort pour l'instant. Ça va venir, et de se dire, bah là, on arrive grâce à un partenariat avec une marque bien plus établie, hein, puisque je crois que c'est 250 magasins en Asie. Voilà, alors ce ne sera pas de la grosse présence, etc. Mais et tu t'es pas mis à risque. T'as pas monté un réseau de magasins. Exactement. Et finalement, j'y ai pas passé. J'ai passé du temps sur ce partenariat-là. Voilà, avec plein d'étapes. D'abord, ce que je dis souvent, c'est se draguer, quoi. Hein. On se drague. Hein, et je pense que ta plateforme, Caroline, en est un bon exemple. On est dans une période où on va s'approcher, on va se draguer, on va vérifier ce que l'autre attend un petit peu. Et puis de là, on va pouvoir commencer à avancer. Et on s'est rencontrés autour d'une conférence avec Nadine, la responsable marketing d'Aigle. Et petit à petit, on a pu avancer comme ça. Sur un terrain et avec plein d'étapes qu'on pourra détailler tout à l'heure. Bah oui, justement, moi déjà j'ai trouvé ça hyper bien que tu rappelles qu'il y avait des catégories. Je trouve pas du tout ça hérétique d'avoir justement des partenariats d'image, des partenariats commerciaux, des partenariats d'acquisition avec aussi l'affiliation qui cartonne en ce moment. Il y a de plus en plus de demandes de marques qui veulent échanger des backlinks, tout ça parce que le SEO c'est la thématique du moment. Donc du coup ça me semble vraiment pertinent. Comment justement, en termes d'équipe, on parlait de l'opérationnel, sur ces partenariats-là, est-ce que tu as des personnes différentes? Est-ce que c'est toujours la même personne chez toi qui gère les partenariats? Comment vous gérez ça en interne? Alors, il y a ce qu'on appelle le rameneur de partenariat. Ah bon? Vous avez un rabatteur? Non, ce n'est pas un rabatteur. En fait, c'est toute la boîte qui est rabatteur. C'est qu'en fait, demain, la personne, je me
Je me souviens, ça avait pas abouti, mais on avait envoyé par un système technique notre responsable supply chain aller visiter un autre entrepôt d'une autre marque. Okay. Et il était revenu en nous disant, ah bah tiens, je suis allé visiter l'entrepôt, super, machin, il avait fait son métier. Et en même temps, il m'a dit, ah tiens, bah voilà, en fait, j'ai croisé la responsable marketing par hasard, ou la DG, je sais plus ce que c'était, et il serait intéressé pour discuter d'une collab. Voilà. Et du coup, bah, en fait, ça se fait aussi. Donc, c'est ça un peu la personne qui va leader le truc au début, souvent les fondateurs, mais aussi la communication, le marketing. Et je trouve que ça peut toucher toutes les fonctions, quoi. Et que demain, ça peut aussi, et il faut qu'on soit ouvert à ça. Comme je disais, c'est pas 3 partenariats les plus gros de l'année qu'on fait chez Fago, c'est 250 partenariats parce qu'une fois, il y a un gars qui va sonner, quoi, qui va frapper à la porte d'une boutique à Bordeaux et qui va dire, tiens, j'aimerais bien créer un partenariat parce que moi, je suis dans une quête, je sais pas, je veux faire un voyage autour de la mission Fago, quoi, en lien avec la mission Fago. Nous, on s'attelle juste à ça, hein, c'est notre règle d'or, c'est qu'il doit quand même y avoir une histoire de lien avec la mission fort, quoi. Voilà. Okay. Et voilà, mais donc on est tous, donc les parties prenantes, c'est ça. Et puis après, évidemment, ça va tout de suite toucher chez nous la communication et un des fondateurs qui va s'intéresser plus fortement à la chose, parfois, souvent mon associé et parfois moi. D'accord. Mais du coup, vous vous êtes pas répartis. En fait, t'as pas d'équipe, t'as pas vraiment de cahier des charges avec, en fonction du type de partenariat, un modèle, une trame, une feuille de route un peu clairement définie. Alors, elle est déjà au niveau, on va redescendre après au type, mais déjà au niveau global, la trame, ça ne répond pas à la mission. Donc, si c'est ni mode, ni en réduction de CO2, ça ne nous intéresse pas. On n'ira plus à une époque, on l'a fait, et je pense qu'on y a perdu du temps, c'est, je sais pas, d'aller sponsoriser. On aimait bien tout ce qui était entrepreneuriat à une époque, et dès que quelqu'un nous disait, ah, je vais créer ou je vais faire un tour du monde, on était prêt à le sponsoriser. Non, aujourd'hui, on ne le sponsorisera plus, sauf si, alors là, on est dans le sponsoring, mais on ne va pas créer un petit partenariat parce que nous, notre sponsoring, c'est un échange de produits, etc. ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on va moins le faire. Et du coup, donc ça, c'est la mission globale de Fago, comment on va définir un partenariat. Et puis après, comme on le disait, il y a à la fois les partenariats avec les marques dans lesquelles il y avait un peu les marques à volume, les marques à image, et puis juste de la notoriété. Et puis après, il y a toute la multitude de partenariats qu'on fait, et c'en est par centaines de l'Instagrammeur avec qui on va créer un petit partenariat. Et l'idée, je trouve, c'est toujours de le simplifier. Souvent, d'un partenariat, on veut lui donner une taille trop grosse par rapport à ce qui pourrait être. C'est déjà commencer. Un partenariat, ça peut se faire en étapes. On peut commencer avec un Instagrammeur et de lui dire, écoute, voilà, on va créer un petit partenariat, on t'envoie une paire. Si la story est cool, tac, on peut peut-être passer à l'étape 2, de se dire, bah tiens, va faire une tournée dans une boutique et puis on en fera un plus gros bon d'achat et tu auras le choix du… Voilà. Et puis après, une étape 3, c'est, bah tiens, on va faire un jeu concours avec toi. Ou, voilà, j'invente un petit peu les étapes, mais c'est de vite mettre le pied à l'étrier et pas se dire, attends, on attend 6 mois, c'est pas le bon tempo. Très vite, si on ne prend pas le train quand il est en marche, en fait, on ne le prendra jamais parce que ça sera trop tard, quoi. Non, et puis c'est aussi une bonne façon de valider qu'il y a vraiment de l'adhésion entre ton produit et l'influenceur et pas commencer tout de suite à t'engager. Donc en fait, oui, commencer petit, faire un petit peu un pilote. Mais justement, c'est pour ça que vous avez tellement de partenariats différents que je me dis, vous avez quand même dû trouver une façon de standardiser un petit peu de créer un workflow, on va dire, entre guillemets, désolé pour les anglicismes, mais il y a bien une méthode un petit peu par type de partenariat. Tu vois, Sylvette nous racontait pour la Redoute, il y a une réunion avec le brief, ensuite on travaille la maquette avec la modéliste, ensuite il y a les achats. Est-ce que tu peux nous détailler comme ça un peu grossièrement les grandes étapes dans la mise en place d'un partenariat? Très clairement. Alors nous, il y a un aspect objectif d'abord. C'est le préambule. Hein. On pose des objectifs. C'est quoi votre objectif, etc. Et on le fait de plus en plus tôt. Après, il y a la partie collection. C'est-à-dire, on va faire quoi comme produit? Qu'est-ce qu'on veut développer? Est-ce que c'est chacun un produit? Donc, on va coller 2 produits à côté. Est-ce que c'est… Voilà. Est-ce qu'il y a la partie un peu commerciale et contrat, ce qu'on appelle chez nous? C'est-à-dire se mettre d'accord sur qui va acheter à qui, comment, c'est quoi les taux de remise, c'est quoi les prix, est-ce que tu t'occupes de la livraison, voilà, d'être dans le concret, quoi. Ensuite, on va avoir évidemment quality control et logistique, c'est-à-dire arriver à délivrer ce qu'on s'était engagé. Et après, seulement vient, et souvent c'est ça qu'on nommait, et après seulement vient la communication. Donc la campagne, le petit ultime qui va bien, la campagne de communication, etc. Mais ce n'est que l'ultime, et c'est souvent là qu'on est déçu, ou qu'on n'est pas… Enfin, qu'on est déçu, on n'est pas toujours déçu, mais ou qu'on est agréablement surpris d'ailleurs. Mais c'est souvent là où on peut avoir des mauvaises surprises. En fait,
Ah bah tiens, je m'étais dit, je fais une collaboration avec je sais pas quelle marque, et en fait, bah mince, ils jouent pas le jeu autant, ou au contraire, je fais une collaboration avec Aigle, et ils ont fait un super shooting, oh là là, et dire que nous, on était en train d'en planifier un, il allait être bien moins bien, avec beaucoup moins de personnages, quoi, avec beaucoup moins de mannequins, etc. Et du coup, de se dire, là, comment on arrive à faire quelque chose de chouette. Ouais, et de bien harmoniser parce que c'est vrai quand déjà toi tu te noies entre 1000 canaux différents, des plateformes ultra protéiformes et en plus faut gérer ça avec un partenaire, c'est clair que ça peut partir vite. Et plus on travaille avec des grands partenaires, plus les process de décision sont lents et il faut poser les choses très vite sur la table. Et nous aujourd'hui, et je me souviens, et une petite dédicace d'ailleurs, on avait fait une collaboration avec Et moi, une marque plus orientée famille, et c'était la première fois qu'en 1 heure de rendez-vous, elle m'avait posé toutes leurs questions et c'était oui ou non. Et en gros, à la fin, elles m'ont dit oui, on peut faire une collaboration. On avait passé une 2e heure de rendez-vous et on avait dessiné le produit, quoi. J'avais été émerveillé de la capacité et comme c'est une marque qui en faisait énormément, il fallait qu'elle arrive à aller très vite, quoi. Elle pouvait pas se dire les prix, c'était pas quoi. C'était pas vous pouvez nous faire quoi comme prix, on va décider. C'est les prix, c'est ça qu'il nous faut. Et voilà. Et j'avais été et moi ça me sert. Et du coup aujourd'hui on a exactement le même process chez nous. C'est-à-dire que les grands points que je vous ai descendus là, j'ai une ligne là sur un Excel à côté de moi d'une 60aine de points dans lequel je vais descendre à définir le taux de remise. À quelle date on doit signer, quel est le rétro-planning. Dès le début, première réunion, rétro-planning. Sinon, on ne va pas s'entendre. Et à quelle date, du coup, vous devez avoir décidé. Non, mais sinon, après, c'est nous qui tirons sur nos fournisseurs. Ouais, bien sûr. Et ça met à l'aise personne. Le service communication qui devait faire le shooting, il n'a pas les échantillons. Donc, rétro-planning jusqu'à qui fait le communiqué de presse, qui fait le shooting. Est-ce qu'on organise un jeu concours? Oui, non. OK, on a répondu à la question. On n'en parle plus, quoi. Okay. Et voilà, et c'est de se dire comment en 1 heure, on arrive à se dérouler tout ça, mais du code barre utilisé jusqu'à, en fait, et plus vous en faites, plus vous êtes rodé, et plus vous arrivez à dire, attends, en fait, j'élimine les questions, et OK, il n'y a pas de jeu concours, c'est compliqué pour vous, on n'en fait pas. Au lieu de se dire, on va quand même essayer. Non, attendez, ça pue, on n'en fait pas, on arrête, et on va faire autre chose à la place, tant mieux. Et au moins, on va passer notre énergie sur quelque chose qui est smooth. Ouais, je suis complètement d'accord et ça me fait trop rire quand tu détailles effectivement ces micro-débats qui font que oui, potentiellement un partenariat, ça peut mettre 6 mois à être mis en place parce que oui, on se prend les pieds dans des détails et on réinvente la poudre à chaque fois. Alors que si tu as bien normé et bien standardisé, mais le problème, Fred, c'est qu'en fait, pour l'instant, il y a trop peu de ressources sur le sujet. En tout cas, je trouve que les créateurs d'entreprise, ils en trouvent pas facilement sur Internet. Et du coup, l'idée d'avoir cette fiche de course, d'avoir fait ton premier pilote, tu as loupé 3 fois ton partenariat, bah, le 4e, tu sais exactement comment ça marche et ça va vite. Tu n'as pas envie d'être déçu parce que, comme on le disait, sur ces partenariats où on co-crée des produits, on y passe quand même un certain temps. Donc, il ne faut pas être déçu. Si on est déçu, et du coup, tu parlais aussi de scalabilité, je voulais y revenir, c'est que nous, aujourd'hui, Fago est un peu né de ça d'ailleurs. On sponsorisait beaucoup d'étudiants, on offrait des petites paires de chaussures ou des remises, etc. Et qu'aujourd'hui, on recevait beaucoup de demandes entrantes et on a cherché donc des gens qui voulaient des petits partenariats de l'ordre d'une paire de chaussures. Pour nous, c'est pas… Mais des influenceurs, du coup, des influenceurs. Non, pas que des influenceurs. C'est demain, je sais pas, je parlais de Tour du Monde où demain tu t'engages avec l'association de ton quartier à te dire je vais ramasser tous les mégots sur une plage ou dans ton quartier et de se dire ça correspond à notre mission. Comment on peut être disponible à répondre favorablement à des choses comme ça sans y laisser une énergie de fou parce que évidemment l'association de quartier à qui on va envoyer du coup une paire ou un petit cadeau pour leur pot de fin d'année, etc., qui correspond à notre mission, il ne faut pas qu'on y passe une énergie de fou. Ah non, mais en fait, j'en sais rien, Jeanne, elle ne chose pas du 39, vous êtes trompé dans la taille. Donc, il faut arriver à le… En plus, nous, on a le problème de taille. Donc, même quand on offre un produit, ce n'est pas simple. Oui. Et d'arriver à commencer à le passer sur une bande un petit peu où, oui, ça répond. OK, qu'est-ce qu'on est capable de proposer? Le pack, il est établi. On ne réfléchit pas. On offre 1 ou 2 paires. Non, ça, c'est pack A, pack B, pack C, on va dire. Et on est capable, du coup, un peu de… Alors, c'est un peu moins humain et ça va rejoindre peut-être ce que tu disais de la redoute, mais quand même, il faut être capable aussi, et on y reviendra sur le Make Friday Green Again qu'on a organisé, d'arriver à ce qu'on appelle scaler les choses, c'est-à-dire à faire du partenariat automatisé. Je vois d'ailleurs, nous, on ne le fait pas sur les influenceurs. On n'est pas très… pas poussy sur les influenceurs, mais certains le font sur les influenceurs. Il y a des logiciels qui existent pour arriver à scaler le truc, quoi. OK, tu veux des influenceurs, quel type d'audience, et bam, tu déroules et tu dis, t'offres ça et tu vois si ça match ou pas. Nous, c'est pas notre niveau, mais quand même, quand il y a un partenariat et surtout avec des gens
qu'on trouve qui méritent d'être soutenus, qui vont peut-être pas nous apporter d'image, de visibilité, etc., mais qu'on a envie de suivre. C'est des gens qui nous plaisent, en fait, dans leur manière d'adhérer et qui, en plus, dans notre mission d'entreprise, le fait de sensibiliser ces personnes-là. Voilà. Donc, on a commencé à chercher à le scaler. C'est pas si facile que ça. Voilà, parce qu'évidemment, il y a toujours des filous, des machins, dès qu'on passe dans des algorithmes. Et voilà. Et puis, il faut continuer à avoir un petit truc sympa et qui reste humain aussi. Et voilà. Et après, aller chercher les photos, c'est tout ce partenariat-là qui sont assez fastidieux. Je te passais un petit commentaire parce qu'il y a pas mal de réactions. Ah, sympa, merci. Le modèle de ton pull qui apparemment est un Lucio. Exactement, un Lucio vert. Eh ben, écoute, tu as des fans dans le chat. En tout cas, dernière petite question qui nous a été posée également dans les commentaires. Et pour rebondir sur ce que tu disais, du coup, avec toute cette feuille de route, ce process, est-ce que vous avez réussi aussi à normer ou à compresser au maximum le temps moyen d'un partenariat? On va dire ça va. Je me suis mal exprimée, Fred. À mettre en place, à combien est-ce que tu arrives à compresser ton échelonnage? Eh ben, on va dire de ce partenariat d'une toute petite marque qui se lance, qui a besoin de trois photos pour un produit. Ça, on va être capable d'y aller en l'espace d'une journée, quoi. Ok, pas de souci, bon d'achat, tac, on vérifie un peu 2-3 critères et on va pouvoir vous envoyer 3 produits pour votre shooting, voilà. Et versus le partenariat avec Aigle qui nous a pris pas loin de 9 mois entre le moment, un an même, entre le moment de la rencontre et le moment où ça sera terminé, il y aura eu 1 an et demi, quoi. Parce que là, ça va sortir en début avril, je crois. Et ça fait déjà un moment et on est déjà en production. On a déjà reçu les produits à l'entrepôt. C'est en train d'être redispatché ensemble des magasins en Europe et en Asie, dans nos magasins Fago, sur nos sites web. On est en train de faire les packs. Ouais, c'est long. Et quand je disais 80 lignes d'Excel, il faut être très carré dès le début, quoi. Ouais. Justement, il y a un dernier point qu'on a oublié d'aborder dans cette feuille de route, c'est la partie légale dont on parlait tout à l'heure tous les deux en off. Comment est-ce que vous gérez ça chez Fago? Est-ce que vous avez un avocat on-site? Est-ce que vous passez par un avocat? Est-ce que vous passez pas toujours par des avocats? Comment est-ce que vous gérez la partie légale? Alors, on va dire, il y a plein de parties légales dans des partenariats et je vais peut-être les citer en trois grandes parties. Il y a la partie légale contractuelle, donc on se met d'accord de gré à gré. En général, on ne prend pas d'avocat, on essaie de lire et de se dire, en fait, vu la taille de nos partenariats aujourd'hui qui ne vont pas dépasser 300 000 à 400 000 euros, avant qu'on aille mettre en péril une des deux sociétés ou le partenaire ou nous-mêmes en péril, je pense qu'on aura plutôt toujours intérêt à s'entendre. Voilà. Donc, on essaye de regarder un petit peu les clauses normales des contrats qui sont déjà dans notre checklist de départ en disant, voilà, quel est le taux le minimum de MOQ, de minimum de quantité de production, etc. Donc, ça, c'est la première partie contractuelle. La deuxième, elle est INPI. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la marque, elle est déposée, etc. Ou comment là, on a eu avec Aigle sur la partie Asie, par exemple, ça a été très compliqué parce qu'en fait, il y a des pays en Asie dans lesquels Fago était déposé avec le logo, d'autres avec le nom, etc. On n'était pas… Donc, il fallait scaler et vérifier que les services juridiques en face de Aigle, qui sont quand même un peu plus grosse machine que le petit Fago qu'on est, soient OK avec ça et nous disent OK, pas de souci, ça peut le faire, d'accord, vous avez que le logo dans ce pays-là, on comprend pourquoi, etc. Voilà, donc ça, c'est la partie INPI. Donc, vérifier que les endroits où vous allez pouvoir déposer la marque, etc. Parce que si même moi, je fais j'en sais rien, je fais un partenariat avec demain Agnès B et qu'en fait, je me rends compte que les produits que je vends à Agnès B dans mes boutiques ne sont pas protégés et que je me fais attaquer, je me dis, mince, c'est ma responsabilité qui est incombée. Voilà. Et donc, ça, c'est la partie INPI, donc dépôt de marque. Et la troisième partie, ça sera la partie RGPD. Qui évidemment est importante puisque vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec les données des utilisateurs, à qui appartient le lead. Voilà, quand vous montez des opérations un peu spécifiques de sites dédiés à une collab ou de choses comme ça, les deux marques peuvent récupérer le contact? Non, voilà. Bon, c'est cette partie-là qui est un petit peu plus… et voilà, et qu'il faut aussi savoir simplifier, encore une fois. Et ne pas faire des usines à gaz et arriver à simplifier nos collaborations. Du coup, quand il y a une collab, une capsule collection, un peu la classique que vous faites très souvent chez Fago chaque année, c'est quoi l'imbrication légale? Parce que j'imagine, là, c'est pas international, donc t'as pas forcément l'INPI. En bonne intelligence, tu te doutes que les deux marques sont déposées. Mais est-ce qu'il y a, ou c'est que sur la partie distribution qu'il y a une imbrication légale sur une capsule collection?
Ouais. Alors après, il y a une partie légale dans la production aussi. Peut-être Ouais, qu'on va devoir certifier que dans la distribution, on est bien, nos normes sont bien certifiées REACH, que on est d'accord. bien GOT, Global Recycle Standard, qu'on Ok. est bien, voilà, toutes ces choses-là, il va falloir le justifier parfois. Et puis, qu'on soit aussi assez honnête, il y a une partie qui joue sur la confiance, quoi, hein. J'espère que Aigle, j'ai pas vérifié si les bottes Aigle que l'on va fabriquer pour le marché asiatique, elles vont être ultra. Est-ce qu'elles sont étanches? J'ai pas. Voilà, il y a une partie où chacun fait son Mhm. métier, on a un intérêt commun, et du coup, on va tendre vers ça. Et j'espère que leurs bottes sont toujours étanches. Je m'en doute pas, hein. Je prenais cette question un peu bête pour dire, il y a aussi une partie confiance. On va pas tout cadrer, etc. Et encore une fois, par rapport à l'enjeu du partenariat, parce que là, on parle, nous, c'est un peu notre partenariat de l'année 2021, ce partenariat Aigle. Mais il y a plein de plus petits partenariats où je vais pas. Là, je parlais de l'exemple du 14 février, là, pour la Saint-Valentin. Oui, J'avoue ne pas être allé vérifier encore s'ils étaient bien déposés à l'INPI et que du coup, j'allais communiquer sur une marque. Voilà, et il y a des jeux. Il faut savoir un peu prendre une forme de risque. Tant que c'est pas un risque. Voilà, notre but, c'est pas de frauder en faisant ce partenariat-là. Si un jour ils sont attaqués parce que leur marque était déjà déposée quelque part et que nous, on a. Bon, voilà, c'est pas. ouais, bien sûr, mais c'est intéressant pour le coup parce que tu vois, tu es une des premières, t'es une des premières marques à me rappeler qu'en fait, quand tu es une marque à impact, à mission et que tu as des objectifs très élevés en termes de qualité et que tu es regardé par beaucoup d'institutions, bah en fait, il y a encore cette partie légale que moi auquel j'avais pas pensé, où tu dois en plus faire recertifier tes produits en commun, quoi. Donc, Exactement. ça, c'est intéressant aussi. Justement, on est juste dans les temps pour embrayer avec la partie case study et on s'était dit qu'on allait parler d'un peu votre coup d'éclat de ces 2 dernières années. Tu sais de quoi je veux parler? The Make Friday Green Again. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce qu'on crée une opération d'une telle ampleur? Tu disais à quel point c'était facile de se prendre les pieds dans les micro-détails. Comment est-ce que Fago, tu me racontais tout à l'heure que vous avez réuni plus de 1000 marques autour de cette opération en 2 ans, 2 ou 3 ans d'ailleurs, Deux Fred? ans. 2 ans. C'est assez hallucinant de scaler comme ça, comme on disait tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez déjà eu l'idée créative, mis en place les process et scalé tout ça pour avoir autant d'impact en si peu de temps? Alors, on avait cette chance, et peut-être que ça a précisé juste avant qu'on rentre dans le Make Friday Green Again, d'avoir souvent brûlé du gaz pour rien. Alors, brûler du gaz, dans le sens, passer beaucoup d'énergie, parce qu'on avait fait des pop-up, etc. Quand on était tout jeune, on avait l'idée des tout petits mouvements, d'un petit pop-up, on en parlait tout à l'heure, à 7-8 marques. Et en fait, tu te rends compte que c'est dur de tirer les marques, que le gars, il pense que toi, tu vas ouvrir le pop-up, donc tout va se passer. Puis toi, tu espères que la marque, elle est un peu plus grosse, donc elle va te ramener plein de monde. Elle était un peu plus grosse que nous à l'époque et elle va te ramener plein de monde. Donc, on avait eu cette chance d'avoir un peu de matière d'expérience, en tout cas, de petites erreurs d'expérience. Ce n'est pas des erreurs qui nous mettent à terre, c'est des erreurs où juste on a passé de l'énergie pour rien. Et en fait, ce Make Friday Green Again, elle est venue assez simplement. C'est qu'on avait. Ça faisait un moment qu'on faisait plus le Black Friday chez nous. On l'a fait, donc on a été fautif à une époque. Et voilà. Et l'idée, c'était de se dire, bah voilà, on voulait arrêter, donc on avait arrêté de 2 ans auparavant, et que il y a 2 ans, on se dit, on va faire des vitrines autour de ça. Et Make Friday Green Again. Et on s'est dit, mais en fait, il y a plein de marques autour de nous, des copains qui nous redemandaient chaque année, alors vous faites le Black Friday cette année, un peu sensible à cette question de bien consommer. Et voilà, et du coup, on réfléchissait, et du coup, on se dit, on va faire des vitrines, on va faire ce mouvement Make Friday Green Again, etc. Puis après, on se dit, mais en fait, on est tellement sollicité par des gens qui nous demandent, pourquoi on leur proposerait pas de faire pareil? Et du coup, on s'est dit, bah ouais, proposons-leur. Et là, on s'est dit, attends, ça va devenir une usine à gaz. On se dit, on va prendre une agence de presse, chacun va payer 50 ou 100 euros, et puis du coup, on va avoir une super agence de presse qui va pouvoir nous aider à nous élever dans cette truc qui, quand même, est un coup de poignard à soi-même en termes de business, parce que on a beau faire les malins comme ça quand on fait des masterclass, c'est quand même pas facile à tenir, hein. Plus on devient gros, plus c'est difficile à tenir cette ligne de dire, attends, on fait pas de solde privé, on fait pas de Black Friday, on fait pas jamais de solde en dehors de nos périodes de solde. C'est pas toujours facile quand tous les petits concurrents parfois le font, quoi. Bien sûr. Est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes? C'est super intéressant c'est la première fois que j'entends ça. Vous avez du coup mutualisé votre agence de presse. Non. Alors du coup, justement, on s'est dit, on va faire payer 100 euros chacun, tous les gens qui veulent faire partie du Make Friday, mais
puis on s'est dit, en fait, ça va devenir une usine à gaz si on veut traiter beaucoup de marques, puisque le but, c'est qu'on sentait qu'il y avait plein de marques qui adhéraient à ce mouvement. On s'est dit, en fait, ça va être trop compliqué d'aller rechercher 50 € par 50 € de cotisation. Attends, mais Richmaker, il faut que je te crée En plus, nous, on devient un peu plus lourd en orga. Donc, on a une comptabilité, machin, donc il faut créer le compte client, donc il faut que je te demande ton cabis, ton truc, c'est pas juste tu me fais un chèque et puis voilà, donc évidemment, c'est un peu plus lourd. Et donc, on s'est dit, non, en fait, on va prendre l'agence de presse à notre charge. Okay. Voilà. Et puis, on va essayer de scaler. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens s'inscrivaient sur un doodle form. C'était vérifié par quelqu'un chez nous, notre responsable mission chez nous, qui vérifiait que tout était conforme. Et du coup, on offrait un pack de communication. Et comme on savait qu'il ne fallait pas qu'on mette le logo Fago de partout, il était un peu twisté. Donc, on offrait en 4-5 versions de fichiers différents tous les éléments. Et après, on a imposé un planning et assez simple. Encore une fois, retour à la simplicité. C'était pas à 10h10, tu fais ça. Il y avait 3 journées où tu avais, si tu pouvais, tu publiais. Ouais. Et voilà, et si tu avais envie de twister un peu les messages qu'on passait, tu les twistais un petit peu. L'idée, c'était, et voilà, le seul truc sur lequel on était intransigeant, c'est que tu ne devais pas solder ce jour-là, quoi. Le seul truc sur lequel on est intransigeant, sur tout le reste, on était, tu communiques comme tu veux. Si tu as envie d'envoyer un mail à toute ta base de données, tu le fais. Si tu n'as pas envie, tu le fais pas. Voilà, il fallait qu'on soit très souple parce que chaque marque a sa problématique. Oui, mais nous, on a un temps fort d'actualité. Oui, mais nous, on ouvre une boutique ce jour-là. Oui, mais nous, machin. Et nous, on ne peut pas traiter ça sur 1200 marques qu'on avait. On ne pouvait pas traiter toutes ces problématiques-là. Et du coup, on a dû trouver un moyen simple, efficace pour chacune des marques qui participent, de pouvoir participer au niveau dont ils avaient envie de participer, à l'engagement dont ils avaient envie de participer. Voilà, et du coup, pour nous, c'était important que ce soit simple. Et clairement, ça aurait été… Alors, à l'époque, on imaginait plutôt une 50aine de marques en plus. Hein. Mais même une 50aine de marques, on s'est dit, tiens, si 50 marques, on doit facturer 100 €, qu'on doit aller réclamer l'argent parce qu'en fait, le gars, du coup, c'est plus compliqué de prendre la décision de dire oui ou non. Il faut qu'il en remonte. Ah là, on s'est dit, oh là là, où on va pour 5 000 €, quoi. Et voilà, et on s'est dit, simplifions les choses. Et je pense qu'on est quand même dans une génération, on est en train… C'est un peu… on est un peu perdu, mais notre génération, elle est quand même à la fois en train de tout complexifier et à la fois en train de tout simplifier, quoi. Finalement, on a 10 fois plus d'INPI que je pense qu'il y avait dans le passé, 10 fois plus de RGPD, 10 fois plus de machin. Ouais, ça va pas on travaille en permanence à la simplification. Donc, voilà. Non, mais c'est une vraie bonne pratique. Nous, on avait fait une opération à Noël responsable. On avait réuni 50 marques éco-responsables. Et c'est une vraie bonne pratique d'avoir en fait ce kit, un kit un peu clé en main numérique pour tout le monde où vous déclinez tous les mêmes formats. Et en fait, s'il y a des questions, vous faites une FAQ avec un message automatique qui va sur un autre email que le vôtre. Enfin, il faut vraiment essayer au maximum d'automatiser. Bon, bien sûr, il faut pouvoir être réactif. Nous, on était quand même sur des petits sujets, donc on n'a pas eu de gestion de crise. Je ne sais pas si tu as eu des problèmes, toi, sur cette opération. Fred, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont mal passées ou ouais, on a dû sortir des membres parce qu'en fait, ils avaient soldé quand même une petite partie de leur collection. Ah bon voilà, et évidemment. Et après, c'est la communauté qui fait remonter. Et c'est on va dire, c'est… il y a toujours les profiteurs qui veulent pas… Voilà. Et après, il fallait gérer. Du coup, il y avait beaucoup de demandes journalistiques, donc il fallait un peu répartir, que chacun ait un petit peu, un petit peu la notoriété qu'il attendait, quoi, le retour sur investissement, sachant qu'il n'y a pas d'investissement. C'est juste comme notre mission d'entreprise, et je trouve, et ça rejoindra peut-être un thème qu'on abordera après sur la mission d'entreprise, mais comme notre mission d'entreprise, c'est d'engager aussi les gens autour de nous. C'est pas que nous, on porte, on fait, et puis voilà, c'est d'engager les autres. On trouvait que c'était un bon moyen de porter notre mission et de dire, en fait, on vous aide, on vous donne un peu le kit clé en main d'aller, qui nous semble être la bonne direction. Après, chacun a sa liberté, hein, mais qui nous semble être la bonne direction dans notre manière de consommer. Et voilà, on vous donne le kit clé en main et en simplifiant. Oui, exactement. Et tu as tout à fait raison sur le fait de rappeler que tu essayes de créer quelque chose qui va au-delà de la marque et vraiment donner les bonnes pratiques à chacun. C'est ce que fait Zeil aussi. Hier, j'ai échangé avec la communauté Zeil. C'est super intéressant. Eux aussi, justement, ils mettent à disposition de tout le monde des petits kits, des choses toutes simples qui sont actionnables immédiatement. Et ça, je pense que c'est ça qui fait aussi que la communauté Fago, elle est super forte. C'est que vous avez un vrai rôle de marque citoyenne et tu le disais, hybride entre, vous vous caractérisez entre l'ONG et l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Je n'irai pas jusqu'à l'ONG, je crois. Alors, tu sais que vous êtes positionné
comme ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai lu sur Fago. Tu regarderas Fago sur Google. C'est le premier truc qui ressort partout. C'est entre l'ONG et l'entreprise. Du coup, ça m'intéresse d'avoir vu que c'est toi la vraie voix de la marque. C'est pour ça que je me permets de corriger. Non, c'est qu'il faut. Et c'est là peut-être les limites des choses. C'est que non, on n'est pas une ONG. On est là pour gagner de l'argent. On se développe, etc. Il faut être aussi. Je pense qu'on est de manière générale assez transparent et honnête. On est une entreprise, on a une SAS. Voilà, il faut que pour payer les gens chez nous, il faut qu'on gagne de l'argent. Si on veut les augmenter, il faut qu'on en gagne un peu plus. Voilà, non, on est une vraie entreprise, on n'est pas une ONG. Juste, on porte dans notre entreprise une raison d'être. Et cette raison d'être, elle est très très forte chez nous, aujourd'hui, elle est inscrite dans nos statuts. Mais depuis 2009, on porte une cause. En plus de dire, attends, j'ai envie d'être bien habillé avec un beau pull, et je vous remercie encore des compliments, on porte une autre chose qui est encore plus forte et qui est dit qu'en plus, il faut que ça soit le moins néfaste pour la planète possible. Donc, c'est ça notre mission d'entreprise, mais c'est pas une ONG. Je veux pas dire, les gars, vous êtes en train de faire un don quand vous achetez ça. Non, c'est pas vrai. Vous achetez un vrai produit qui va vous servir, qui doit avoir les mêmes capacités, la même durabilité, le même style qu'une marque concurrente. Seulement, nous, on va porter quelque chose un peu plus fort et on va essayer d'y donner un sens. Une voix. Mais non, je suis désolé, j'insiste un peu parce que ça serait mentir à nos consommateurs, etc. Par contre, on veut porter un message fort, un message qu'on peut consommer différemment aujourd'hui, qu'il faut qu'on arrive à consommer différemment pour s'améliorer dans le futur. Ça, c'est vrai qu'on le porte très fortement. Et l'entreprise à mission, du coup, est un statut là qui a été créé l'année dernière par la loi Pacte et qui permet ce que l'on faisait déjà auparavant depuis 2009, de l'inscrire dans le dur. Et justement, peut-être qu'avant, on pouvait nous confondre entre une ONG. Mais attends, les gars, je croyais qu'ils étaient là pour faire du fric et ils me parlent toujours de planter des arbres, de réduire les émissions de CO2. Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, par ce biais-là, par la loi Pacte et par l'entreprise à mission, on arrive à mieux expliciter les choses en disant voilà, on est à mi-chemin. En fait, on est une entreprise qui a aussi une vocation sociale à faire le mieux pour la planète, quoi. Super. On a pas mal de réactions par rapport à Black Friday. On a une question qui est intéressante, que je ne m'étais pas posée, de Léa qui nous dit, est-ce que si une marque veut participer au mouvement Make Friday Green Again, elle est obligée de passer par vous, comme si c'est un mouvement qui est déposé par Fago, ou elle peut le faire elle-même? Est-ce que c'est la problématique aussi de Time for the Planet, par exemple. Comment est-ce que vous faites? Donc, vous créez ce mouvement. Comment est-ce que vous faites finalement pour continuer à en être le garde-fou? Est-ce que c'est notre rôle? Je rajouterai en plus comme question, est-ce que c'est notre rôle? Donc, c'est une excellente question et c'est une question qu'on s'est un peu posée. Qu'est-ce qu'on fait? On investit encore plus, on crée une ONG, là, pour le coup, qui pourrait être une vraie ONG séparée de Fago. Est-ce que c'est notre mission? Non, en fait, notre mission d'entreprise, c'est d'évangéliser. Clairement, on n'a pas déposé Make Friday Green Again. On pense juste que notre mission d'entreprise fait qu'on doit le porter auprès de plus nombreux. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un collectif qui est porté par Fago, mais qui est ouvert à tous, à condition de ne pas faire de solde, je le répète, et voilà, et qui en soi, on ne va pas vérifier. L'idée, c'est encore une fois de lancer des choses, de lancer des prises de conscience. Et quand on emmène des belles marques comme Nature et Découverte dans ces mouvements-là, des gens qui auparavant faisaient 2-3 petits trucs, etc., et qui arrivent à arrêter. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça, voilà. Et notre vision, et peut-être qu'un jour, il faudra qu'on passe la main d'ailleurs, parce que ça va nous dépasser ce mouvement-là, et que aujourd'hui, on demande juste de s'inscrire. En effet, c'est nous qui avons les clés du Doodle dans lequel il y a toutes les marques, etc. Voilà, mais derrière cette question, Fred, il y a aussi le libre à chacun de porter ce hashtag, libre à n'importe quel commerçant qui n'est pas labellisé et qui n'a pas fait le doodle de participer à l'initiative. C'est ça, je pense que… C'est ça, je pense que même vis-à-vis de ta propre communauté, on ne peut pas dire moi, je porte l'initiative de ne pas faire les soldes et en fait, je fais les soldes. Ça paraît très bizarre. Donc, évidemment, c'est relayé. Nous, on ne va pas aller contrôler si quelqu'un… Mais il y a même plein de particuliers qui ont partagé ce Make Friday Green Again sans en être adhérents. Enfin, il n'y a pas d'adhérents. C'est un collectif. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas une association, c'est un collectif. On se regroupe et c'est un collectif, on insiste sur le côté momentané. On se regroupe pendant 15 jours. 15 jours plus tard, chacun fait sa route, quoi.
Et nous, on n'est pas là pour aller faire la stratégie de chacune des marques et de vous donner des notes. On n'est pas un label, on n'est rien du tout de tout ça, quoi. On est un collectif. Ok, super important de revenir sur cette version-là. Et c'est vrai que c'est souvent le problème quand on crée un mouvement, c'est qu'on finit par se dire soit je m'efface un petit peu et je me fais dépasser et je prends le risque d'avoir créé un truc qui finalement part un peu en eau de boudin. Je recycle les expressions aujourd'hui. L'hybridation entre entreprises renvoie à la définition de l'intelligence. Il faut savoir créer les liens. Merci beaucoup pour ce commentaire. On a pas mal de questions, effectivement, sur les partenariats difficiles à gérer, l'opérationnel, on manque de ressources. Et il y a aussi, je n'osais pas le demander moi-même, mais du coup, c'est demandé par Edith. Fred, est-ce que tu accepterais de nous partager la secret sauce Fago, bien sûr en enlevant toutes les informations confidentielles, mais est-ce que je pourrais placer en commentaire du replay un petit Notion qui reprend vos... Évidemment, pas de souci pour moi. Comme ça, ce sera encore plus facile. Si un jour on travaille ensemble pour une collaboration, ce sera encore plus facile. Vous aurez déjà mes questions préétablies, vous pourrez les travailler avant de venir. Non, Exactement. Et ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu du jargon, etc. Mais vous y trouverez ce que vous voudrez. Et l'essentiel, c'est les étapes. Le rétro-planning et les étapes. Et on pourrait même en faire une collaborative où chacun ramène aussi sa pierre à l'édifice en mettant les points de sa checklist et que ça évolue dans le bon sens comme ça pour tout le monde. C'est une super bonne idée. J'adore. Je suis fan. Merci beaucoup, du coup, Edith, pour cette question. Du coup, il y a Alban qui demandait, et du coup, ce site n'appartient donc pas à Fago. Bah, j'imagine que c'est vous qui êtes derrière la modération. Évidemment, c'est nous et c'est un endroit où on s'est posé un peu la question. C'est peut-être la seule chose qu'on a déposé, un nom de domaine pour évidemment pouvoir être sûr de ne pas se le faire prendre et avoir une vitrine à la hauteur de ce qu'on espérait, pas se faire choper le nom de domaine par un gros solder qui fasse des énormes soldes. Voilà, et qui reprend un peu la textuelle aussi où on voulait se dire, attends, au bout d'un moment, notre communauté, elle ne va pas écouter ça tous les ans à fond, Mike Friday Green, ouais, ça va. S'ils sont consommateurs chez Fago, ils ont compris notre message. Du coup, bon, voilà. Et on verra ce qu'on en fait dans le futur. Rien n'a été arrêté. Si on continue ou pas, si on le laisse à quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, ça sort un peu de notre gouvernance d'entreprise. C'est pour ça que c'est un peu ça. On y met le doigt au début en disant, ah, c'est cool, on fait un truc, autant le partager avec les copains. Et puis petit à petit, ça grandit, et ça devient plus compliqué. Bon, félicitations. En tout cas, il y a plein de réactions en commentaire. C'est vrai que c'était une très belle opération. C'est parfait. On a la question de la fin. J'allais justement te demander, Fred, si on veut faire une collab avec Fago ou si juste on a trouvé ton discours inspirant et qu'on a envie de rentrer en contact avec toi. Comment est-ce qu'on fait dans les deux cas? Alors, idéalement, LinkedIn pour moi et pour les collabs avec Fago, on a une adresse qui s'appelle partenariat@fago.fr et voilà. Et peut-être un truc assez important, quand on vient vers nous, les gens sont souvent pas très clairs. Non, mais et je pense que je ne le suis pas du coup quand j'ose pas, etc. Soyez très clairs dans ce que vous voulez. Voilà, je voudrais développer un maillot de bain en matière recyclée avec vous et un peu avec les éléments et dans ce planning-là, etc. Ça aide en fait. On a déjà traité peut-être 10 points de la question des 70 points, des 60, je vous dis pas des 60 points que je vous enverrai. Et on a peut-être traité 10 points en disant, bah en fait, ok, je sais où je vais. Et pourquoi je suis venu vous chercher, vous, Fago? Est-ce que c'est juste parce que vous êtes gros ou est-ce que c'est parce que on est tourné sur l'environnement, etc. Donc pour moi, LinkedIn et pour les autres, Fago, partenariat@fago.fr. Ah, super, parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Fred. J'en profite pour valider que tu réponds sur LinkedIn et que moi, quand j'ai lancé ma boîte il y a 6 mois, tu as eu la gentillesse de me recevoir pour une petite étude de cas. Donc, c'était très gracieux de ta part et je te remercie encore. On a beaucoup été aidés, du coup on essaie d'aider le maximum qu'on peut, alors pas toujours dans les meilleurs délais, mais en tout cas on essaie d'y consacrer du temps parce qu'on a été beaucoup aidés au départ, etc. Et que c'est grâce à ça qu'on réussit, qu'on mûrit, et puis même c'est toujours inspirant et c'est le principe de la collab et pour peut-être conclure là-dessus, c'est que même échanger avec quelqu'un, c'est ça une collaboration en fait, c'est échanger avec quelqu'un et à la fin, il y a de l'apport des deux côtés, chacun s'apporte beaucoup. Oh là là, c'était une super parole de fin. Merci beaucoup, Fred. Merci à tous d'avoir été présents et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain appétit. Salut.